Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de l'Abery Fine Foods. Soyez les bienvenus dans En Tête à Tête, une collection de podcasts qui vous est proposée par l'Abery Fine Foods. Nous allons vous emmener en immersion à la découverte des métiers qui composent le groupe, des professions qui exigent savoir-faire, expertise, entraide et créativité. Pour cela, nous vous proposons des regards croisés entre deux collaborateurs amenés à évoluer ensemble sans forcément se côtoyer au quotidien. L'occasion également de mettre en lumière les coulisses de l'Abery Fine Foods, comme le quotidien et les missions de ces nombreux employés qui allient sens du partage, plaisir et responsabilité, le tout avec un objectif commun, satisfaire le client. Pour cette nouvelle étape au cœur des activités de l'Abery Fine Foods, je vous emmène dans le sud-ouest, à quelques kilomètres de Saint-Jour. Nous sommes plus précisément au lieu dit du Gosse, où se trouve l'une des 200 à 300 exploitations qui travaillent avec la coopérative Lurberry de l'Abery Fine Foods. Ici, les canards arrivent juste après l'éclosion. Ils vont être élevés pendant 3 mois avant de partir à l'engraissement. Et pendant tout ce processus, le bien-être animal est au cœur des préoccupations. Je vous propose de découvrir pourquoi et comment avec mes 2 guides du jour. Je suis Séverine Laban, je suis ingénieure filière pour l'Abery Fine Foods, c'est-à-dire que je suis à l'interface entre l'amont et l'aval. Donc l'amont, c'est la production de canards qui est assurée par notre coopérative et fournisseur exclusif qui est Lurberry, donc une coopérative basque basée à Saint-Palais. Et l'aval, ce sont les usines de l'Abery Fine Foods qui reçoivent et transforment nos canards, Cam, Saint-Jour et Boye. Et parmi les producteurs en amont, il y a Thierry. Thierry Laborde, dont je suis exploitant agricole sur la commune de Poyane. J'élève et je gaffe des canards depuis 1995. Je travaille pour la coopérative Lurberry depuis 1995. Je fais 30 000 canards élevés à l'année et je fais 13 000 canards gras à l'année. Sur les tailles d'exploitation, c'est assez varié chez Lurberry. Alors 2000, c'est à peu près la taille que tu as là. On est sur un petit bâtiment aujourd'hui quand on vient voir, mais tu as d'autres bâtiments qui sont un petit peu plus grands, qui peuvent accueillir un peu plus d'animaux. Voilà, 9 000. Voilà, 9 000. Et on ne va pas monter au-dessus de 20 000 animaux au grand maximum. Mais ça, c'est vraiment quelques exploitations. Quand on est sur de la taille humaine, justement, où tu as quand même plus de présence auprès des animaux que si on était sur des gros nombres d'animaux comme on peut avoir dans le poulet ou d'autres volailles. Oui, bien sûr. Et j'imagine qu'avec ces tailles d'exploitation, c'est peut-être plus simple pour mener à bien les campagnes de vaccination qui sont une des mesures phares du bien-être animal. Ça fonctionne bien d'ailleurs ? Alors ça protège bien, voire très bien. On en a la preuve puisque c'est le 2e hiver qu'on passe avec la vaccination et sans crise aviaire. Alors que sur le reste de l'Europe, il y a des grosses épizooties sur plusieurs pays qui ne vaccinent pas, puisque la France est le seul pays en Europe à vacciner les canards. Donc c'est vraiment la preuve que ça fonctionne. Que ça fonctionne et que ça nous protège. Oui, parce que les pays de l'Est ont été bien touchés. Oui. Hongrie, Bulgarie, tout ça a été bien touché. Ouais. On va visiter ? Oui. Allez. On est dans le sas du bâtiment où on se met en tenue pour entrer dans l'aire de vie des animaux. Parce qu'il y a des risques pour les animaux si on n'a pas ce type de tenue, c'est ça ? Oui, ça fait une barrière sanitaire avec le monde extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de gestion des flux, les zones publiques, les zones professionnelles, les zones de production, on a vraiment bien cadré tout ça dans la profession. L'habillage, le nettoyage et la désinfection, ça fait vraiment partie des règles de base, en plus de toutes les autres mesures, et notamment la vaccination qu'on a dans la filière canard depuis 2023 maintenant. Oui. C'est vraiment notre salut pour pouvoir continuer à produire. On va rentrer dans l'aire de vie des animaux. Donc. J'ai l'impression qu'on leur fait un peu peur, non ? Non, ça va. On les dérange un peu, mais ça va. Ils ne sont pas non plus apeurés. Ils se déplacent juste pour garder une distance avec l'homme un peu. Il faut mener ça, l'élevage en douceur, comme tout animal. Faire de la surveillance, il faut marcher tranquillement, pas courir. Il faut adopter une attitude, entre guillemets, zen. Après, on sait que le canard, c'est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin de vivre rapproché avec ses congénères, et c'est pour ça qu'on les voit se déplacer tout le temps par groupe. Il ne va pas venir s'approcher naturellement de l'homme. Il y a toujours une petite distance de sécurité qui fait que plus on va s'approcher, plus ils vont se reculer. Mais bon, ce qu'on voit aussi, c'est que là, ils se sont déjà recouchés et assis, ils sont tout à fait tranquilles, tout en gardant la distance de sécurité.
Ils ont quel âge ces canards-là ? Ils ont 43 jours exactement. Donc là, ils ont dans le bâtiment, c'est une aire paillée où il y a l'alimentation intérieure aussi, pour qu'ils aient accès, la chaîne d'alimentation est baissée au sol. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est l'abreuvement qui est relevé là. Ils ont l'abreuvement à l'intérieur jusqu'à 3-4 semaines. Et ensuite, progressivement, on leur enlève l'abreuvement intérieur pour ne pas souiller la litière du bâtiment et on la transfère sur l'extérieur. Et quand ils arrivent, ils font quel poids ces canards ? Dans les 50 grammes. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ? Ça, c'est la chaîne d'alimentation qui déclenche. Ah, pour remplir les mangeoires. Voilà, c'est ça ? pour remplir les mangeoires. Ils mangent quoi ? C'est du granulé d'aliments qui est composé de maïs, soja. C'est du maïs, du blé, du soja, tourteau de tournesol, vitamines et minéraux. Et maïs du sud-ouest. Qui est produit par la coopérative peut-être ? Tout à fait, c'est produit par la coopérative, oui. Comme ça, on s'assure que les canards ont tous la même alimentation, quel que soit le producteur, c'est ça ? C'est ça, et on a aussi des garanties supplémentaires avec l'alimentation de la coopérative, puisqu'on est sûr d'avoir du maïs garanti sans OGM, du blé céréales de France, soja du sud-ouest, maïs du sud-ouest, et ça pour nous c'est des garanties importantes qu'on aime mettre en avant et qui font la différence auprès de nos clients. Voilà. D'accord, donc ils font 50 grammes quand ils arrivent et quand ils partent ? Quand ils partent, ils font dans les 4 kilos. Là, ils doivent être à peu près à 2,2 kg, je pense, quelque chose comme ça. Ils vont rester, rappelle-moi, combien de temps chez toi ? En moyenne, on les garde 84 jours, à peu près. Et Séverine, ce hangar, il est très propre, il est lumineux, il est aéré. J'imagine que c'est très important, les conditions d'élevage des canards pour la Berry Fine Foods. Alors oui, ça compte et on est intimement persuadé que le bien-être animal ne peut pas être dissocié du bien-être de l'éleveur. Et c'est d'ailleurs le nom de notre grand projet sur la filière canard qui s'appelle Harmonia One Welfare. Autrement dit, Harmonia ou le bien-être pour tous. Et donc oui, on y attache une importance vraiment, vraiment particulière. La litière sèche, c'est très important pour les animaux parce que la litière, c'est leur lit sur lequel ils vont se reposer. Donc il faut vraiment que ça soit sec pour ne pas abîmer les pattes, ne pas abîmer l'emplumement et toutes les parties du corps de l'animal. La ventilation du bâtiment, c'est très important aussi pour s'assurer que l'air est sain. Et également, l'accès à l'alimentation en bâtiment est pour nous aussi une priorité, puisque c'est important que l'aliment soit protégé de la vie faune sauvage et de toute contamination extérieure. Et ensuite, il faut qu'il fasse 30 ambiants et 35 sous les radiants, parce que c'était les températures qu'ils avaient dans l'œuf. Ça, c'est pour les premiers jours de vie. Voilà, après. ça dure 3 jours, on laisse à 30 degrés 3 jours et on chauffe jusqu'à 3 semaines. Et je les vois là qui s'ébrouillent, ils ont des toutes petites ailes, ces canards. Oui, là il n'y a pas encore les plumes, c'est pour ça ça fait l'impression de petites ailes. Ils ne sont pas tirés encore la plume comme on dit. C'est des ados. En fait. Donc voilà, c'est des ados, c'est bien résumé. Ouais. Et que des mâles, on est d'accord ? Que des mâles, oui. Parce que les femelles, Séverine, ne servent pas pour le canard gras, c'est ça ? Voilà, pour fabriquer du foie gras IGP Sud-Ouest, le cahier des charges nous impose d'élever des canards exclusivement mâles. Donc depuis quelques années, on a nos sélectionneurs à couveurs partenaires qui ont énormément travaillé le sujet pour faire en sorte de pouvoir trier les animaux le plus tôt possible dans la phase de l'embryogénèse. Et donc depuis officiellement le 1er juillet 2024, on a lancé au niveau interprofessionnel la technologie du sexage dans l'œuf, qui nous permet de trier les œufs selon leur sexe à partir du 9e ou 10e jour en incubation. Ce qui fait qu'on peut, le plus tôt possible, avant que la sensitivité de l'animal se développe, écarter les œufs d'embryons femelles pour valoriser exclusivement les canetons mâles à la naissance. Outre le confort de vie du canard, les vaccins, l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes dans le bien-être animal dont on n'a pas parlé ? Ce qui est vachement intéressant à aller voir, c'est les parcours. Mais on va attendre que la pluie se calme un petit peu et puis ça risque d'être humide. Mais le parcours, c'est quand même plus de 80% de la surface. Le gros de l'environnement du canard, c'est quand même l'extérieur. Donc on va aller voir ça. Et l'extérieur, c'est vraiment intéressant parce que c'est là que le canard va pouvoir aller également exprimer tous ses comportements naturels de recherche, d'exploration dans la terre, dans les herbes, sous les arbres. Il y a plein de choses à aller voir, et donc c'est de voir aussi sur les parcours toute la partie arborée qu'il peut y avoir, qui au-delà d'amener cet enrichissement intéressant pour le canard, ça va aussi amener de l'ombre et de la fraîcheur. Et donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on encourage énormément, notamment au regard du réchauffement climatique. On en parle évidemment beaucoup. Et donc toute cette partie parcours et développement de ce qu'on appelle l'agroforesterie, donc c'est-à-dire planter et cultiver des arbres sur des parcours d'élevage de production animale,
animal, ça va vraiment dans le sens du bien-être animal et de la lutte contre le réchauffement climatique. Toi Thierry, tu nous disais tout à l'heure que tu es éleveur depuis 1995, c'est ça ? Oui. Tu as vu les choses évoluer comme le souligne Séverine ? Oui, on a vu de gros progrès au niveau des conditions d'élevage et d'engraissement aussi. Au niveau des infrastructures, des bâtiments mieux conçus, mieux isolés, avec des chaînes d'alimentation automatisées, de l'eau propre dans des lignes d'abreuvement bien désinfectées. En 30 ans, j'ai vu une sacrée évolution. Le bien-être animal, c'est primordial parce que si on fait du bien-être animal, on n'a pas vraiment de problème sanitaire. En définitive, on enraye beaucoup ce problème et si on fait du bon canard, au bout du compte, les résultats économiques sont là aussi. Donc tout est lié, quoi. Séverine, est-ce qu'il y a des moyens de mesurer le bien-être animal ? Alors oui, il y a des moyens qui existent et qui sont rigoureusement scientifiques. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on est accompagné dans notre démarche de progrès bien-être animal par un cabinet d'experts éthologues. L'éthologie, c'est la science du comportement animal. Donc ça peut être basé sur de l'observation tout simplement des animaux, les comportements dits négatifs quand ils sont plutôt stressés et qui vont être agressifs entre eux. C'est notamment les comportements de piquage. C'est lié notamment au fait que les animaux ont naturellement une petite pointe sur le bout du bec. Quand les animaux sont dans des conditions de stress, ça peut être un prédateur, ça peut être... variation de température soudaine aussi. Et donc ça, c'est des choses qu'on regarde parce qu'ils se font clairement mal entre eux. Et donc, nous, c'est des choses qu'on regarde de près puisqu'on cherche à trouver les clés pour pouvoir élever des animaux sans que ce comportement-là n'apparaisse. En attendant peut-être que la pluie se taise et qu'on aille voir ce qui se passe dehors, c'est quoi les prochaines étapes pour eux ici ? À partir de 50-55 jours, on commence à réduire les temps d'alimentation. Progressivement, on leur enlève l'aliment et on raccourcit les temps pour qu'ils mangent au bout d'un moment 2-3 heures par jour uniquement pour faire les jabots. C'est une poche qui se fait où ils stockent l'aliment. Ensuite, ils vont boire, donc ça dilate leur jabot, leur poche là, et ça les prépare pour l'engraissement. En fait, c'est en quelque part leur garde-manger, leur frigo, quoi. Ils le puisent au fur et à mesure. Et donc la particularité du canard, c'est qu'il va transformer l'amidon du maïs qui est contenu dans la ration qu'on lui distribue dans cette phase d'engraissement. Il va le transformer en matière grasse qu'il va stocker dans son foie. C'est une faculté naturelle parce qu'à la base, les palmipèdes, ce sont des animaux migrateurs. Et donc, ils ont besoin de cette réserve d'énergie. Et donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est profiter de cette adaptation qui est naturelle pour pouvoir avoir cette fabrication de foie gras. Dans chaque exploitation, il y a l'engraissement automatiquement ou il y a peut-être des exploitants qui sont dédiés à ça ? Alors, c'est assez varié, mais de manière générale, le métier d'élevage est vraiment différencié du métier de gavage. C'est-à-dire qu'on va essentiellement avoir des éleveurs spécialisés. C'est des producteurs qui vont vraiment être spécialisés sur cette partie élevage, donc de 1 jour à 81 jours minimum. Ça, c'est le cahier des charges IGP Sud-Ouest. Et on va ensuite avoir une autre population de producteurs qui seront les engraisseurs spécialisés. C'est la dernière partie de la vie du canard où en fait pendant les 10 derniers jours de sa vie on va lui distribuer un repas à l'aide d'un embuc, c'est un tuyau qu'on va insérer dans son bec pour venir déposer une ration de maïs dans son jabot. Et donc ce geste là on le fait à raison de 2 repas par jour, espacés de 12 heures d'intervalle, donc pendant 20 repas, avant que nous récupérions les animaux dans nos abattoirs. Donc vous valorisez l'intérieur du canard et ce qui reste, vous en faites quoi ? En fait, on valorise vraiment tout. Il y a tout ce qu'on appelle la valorisation des coproduits, c'est-à-dire qu'on va également aller valoriser les pattes, qui sont par exemple vendues sur les marchés asiatiques. Les plumes, c'est valorisé par des entreprises qui sont spécialisées pour fabriquer des couettes, des oreillers ou même des anoraks, donc vraiment tout ce qui est industrie textile. Ça peut aller également jusqu'à la valorisation de la kératine et autres minéraux qui sont présents dans les plumes et qu'on peut aller jusqu'à intégrer dans de l'alimentation spécialisée comme par exemple des compléments alimentaires ou ce genre de choses. On va pouvoir aller les voir par ce côté-là. Ah oui, bon, salut. Voilà, ils nous ont vus. Eux, ils adorent la pluie. Voilà, c'est top. Ah oui, ce qu'on entend, c'est le bruit des pattes dans la boue. Voilà. Dès qu'il pleut, flop. ça clapote dans les flaques. Et voilà. Ça en donne encore joie, on le voit là. Plus la pluie, alors là, c'est complet. Et toi, Thierry, une fois que ces canards seront partis, ce sera quoi la suite ici ?
Il y a toute la partie curage de bâtiments, il faut tout remettre à neuf, quoi. Et nettoyage, désinfection, toujours pareil, la biosécurité en premier. Curage de bâtiments, détergent, lavage, désinfection, tout remettre propre, quoi. Donc ça prend quand même son temps. Et donc il faut faire ça, et après, une fois que le bâtiment est propre, désinfecté, on laisse encore 2 semaines de vide sanitaire pour pouvoir accueillir à nouveau des cantons. Et tu le fais combien de fois par an, ça, sur un même bâtiment ? À peu près entre 3 et 3 fois et demi. D'accord. Sur un bâtiment. Séverine, Thierry, on arrive à la fin de cette visite. Est-ce qu'il y a encore des projets d'amélioration du bien-être animal sur lesquels vous travaillez chez La Berry Fine Foods ? Alors oui, l'idée c'est de concrétiser et mettre en lumière toute cette volonté qu'on a de vouloir mettre l'accent sur le bien-être animal et donc tous nos plans de progrès sur ce sujet-là, notamment en labellisant notre filière canard sous le label Agriéthique. On sera la première filière canard à être labellisée Agriéthique et ça sera pour cette année 2025 sur nos produits foie gras La Berry. Pour nous, c'est la reconnaissance de tout ce qu'on fait sur le bien-être animal, entre autres, mais c'est aussi la reconnaissance de tout le travail qu'on fait avec la coopérative d'un point de vue éthique, avec la juste rémunération de nos producteurs et également toute la dimension locale, puisque le canard est une filière qui génère beaucoup d'emplois au niveau local, que ce soit ici dans le sud-ouest, mais aussi sur notre bassin de l'ouest. Et enfin, ça permet aussi de mettre l'accent sur l'engagement pour l'environnement. Donc pour nous, c'est une grosse fierté que d'être les premiers à nous lancer dans cette démarche agriéthique. Un très beau projet et j'imagine que ça va dans ton sens aussi, Thierry. Oui, bien sûr, c'est ce qui fait pérenniser la production et il y a tout intérêt, tout à fait. Eh bien, nous voilà à la fin de cette visite qui nous aura permis de découvrir comment La Berry Fine Foods et ses partenaires travaillent tous les jours à améliorer les conditions de vie des canards à travers une attention constante du bien-être animal. Et nous voici au terme de cet épisode. Un grand merci à Séverine et Thierry pour leur accueil et pour avoir partagé avec nous leur quotidien. N'hésitez pas à partager ce podcast et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain En Tête à Tête. En Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de La Berry Fine Foods.